Bonsoir. À la une de l'actualité ce mardi 22 mai, le risque de crue dans le département. La Dore est en vigilance orange après de fortes pluies pendant ces dernières heures. Reportage à Courpierre où plusieurs familles doivent être évacuées de leur domicile. La visite du chantier du futur pôle de traitement et de valorisation des déchets. Les travaux sont à mi-parcours. L'accent portait aujourd'hui sur la filière tri et stabilisation biologique. Serge Bagel est l'invité de ce journal. Il vient nous parler de la régionalisation des chambres de métiers et de l'artisanat. La vallée de la Dore est donc placée en vigilance orange après les précipitations importantes observées dans ce secteur ce matin. Les cumuls sont restés plus modérés sur le bassin de la Sioule qui demeure en vigilance jaune. La Dore déborde donc du côté de Courpierre. 2 routes départementales ont été coupées, la population informée et plusieurs familles devaient être évacuées en fin de journée. La commune travaille en étroite collaboration avec les pompiers et les services d'EDF, comme le montre ce reportage d'Émilie Bouvet et Catherine Lopez. Avec de telles précipitations, certaines zones de Courpierre risquent d'être inondées. Avec une vallée relativement étroite et une urbanisation proche de la Dore, la commune a pris ses dispositions depuis 2010. Elle a mis en place un dispositif communal de crise. On a déclenché ce plan communal de sauvegarde. On avait déjà fait une préalerte hier. On a fait une alerte. Alors, qu'est-ce que signifie préalerte et alerte? Ça signifie qu'on donne des instructions écrites aux habitants qui sont concernés pour qu'ils puissent prendre, eux, leurs mesures. La cellule administrative de garde se situe à la mairie. Ici, on avertit les établissements et les transports scolaires. On reste en contact avec les pompiers, EDF ou encore la DDE. Nous avons fait une alerte générale à toute la population concernée par les risques d'inondation, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans la vallée de la Dore, du Couzon, etc., tous ceux qui sont dans les quartiers inondables. Et donc ce sont nos agents qui ont distribué un courrier dans chaque boîte aux lettres pour leur demander d'être vigilants, de mettre des parpaings, de fermer les accès à leur garage, etc., pour éviter que l'eau rentre. Depuis l'alerte orange déclenchée à midi, 2 départementales sont barrées et engendrent des déviations. Les personnels municipaux, eux, livrent parpaings et conseils pour mettre à l'abri la population. Dernière mesure, l'évacuation. D'ici ce soir, quelques familles devraient être évacuées. Et les niveaux de débordement dommageables sont susceptibles d'être atteints en fin de soirée. Le maximum étant attendu en milieu de nuit à Giroux et demain matin en milieu de matinée à Dora. Pour le tronçon Sioule-Amont, le niveau était en hausse modérée cet après-midi. Les premiers débordements devaient être atteints en fin de journée à Pont-Gibaud et à la Prugne. La mobilisation du personnel de surveillance devant la maison d'arrêt de Clermont-Ferrand ce matin. Les manifestants dénoncent de mauvaises conditions de travail et la surpopulation carcérale. 94 détenus au lieu de 66 en théorie à la prison et des personnels non remplacés en cas d'absence. Selon eux, il y aurait 25 personnes dans l'équipe, soit 5 de moins que prévu. On manque de personnel et les absences ne sont pas remplacées. Que ce soit aussi bien pour les personnels de surveillance que les personnels administratifs qui ont aussi des problèmes d'effectifs et l'administration doit en tenir compte. On fait régulièrement des courriers pour dénoncer notre situation et notre direction interrégionale nous oublie. Alors l'établissement est censé fermer en 2016 et pour une nouvelle ouverture d'un nouvel établissement sur Riom et j'ai bien l'impression qu'ils ont l'intention de laisser faire les choses comme ça jusqu'en 2016. Des propos recueillis par Émilie Bouvet. 55% des travaux ont été effectués sur le site du futur incinérateur, un chantier qui respecte le calendrier et le budget selon la direction de Vernéa. Aujourd'hui, c'était la dernière visite avant la réception des équipements du pôle de valorisation et de traitement des déchets. Une visite axée sur la filière tri et stabilisation biologique. Voyez le reportage d'Ariane Monfray et Maude Gatti réalisé ce matin. En arrivant sur site, les poubelles seront déversées sur des tapis comme celui-ci pour être triées. Les déchets secs seront brûlés. La combustion fournira chaque année suffisamment d'électricité pour la consommation de 70 000 habitants. Les déchets humides seront quant à eux acheminés dans ce bâtiment afin d'être asséchés et stabilisés. On accueille 230 000 tonnes de déchets par an. 50 000 se retrouvent dans la stabilisation biologique, donc la partie déchets humides,
Et une fois asséchée, cette quantité n'est plus que de 30 000 tonnes. Cette quantité constitue les déchets ultimes qui seront ensuite enfouis. Si le chantier est un peu désert à cause des intempéries, les effectifs sur site devraient passer de 120 à 260 personnes dans les prochaines semaines afin de réceptionner et d'installer les nombreuses machines qui équiperont le pôle. Tous les équipements sont fabriqués depuis plusieurs mois dans différents ateliers, différentes entreprises qui sont présentes sur tout le territoire européen. Donc on a par exemple la partie four qui est construite en Allemagne, la chaudière en Italie, toute la zone de tri est fabriquée en Pologne. Outre la production d'électricité, le pôle Vernéa contribuera à la valorisation des déchets verts. Cette plateforme biologique permettra la production annuelle de 6500 tonnes de compost agricole destiné à un usage local. Serge Bagel est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Puy-de-Dôme. Le processus de régionalisation des chambres de métiers est en cours depuis 2011. Qu'est-ce que cela change pour vous dans le Puy-de-Dôme, par exemple ? Cela change une manière de penser, une manière d'agir. Donc la première entreprise de France, elle aussi, a à se remettre en cause, en relevant un double défi, plus de proximité, plus d'accompagnement personnalisé pour chaque artisan, mais en même temps une mutualisation des services, puisque si on veut être au plus près des artisans, mieux percevoir leurs attentes et tout, il faut être tellement près que c'est beaucoup de temps, et on doit gagner ce temps en mutualisant des services. Alors comment on procède à cette mutualisation des services ? Alors on procède en essayant d'abord de se débarrasser de ces égos départementaux. Il faut se voir plus régional que départemental. Au lieu que chaque département parle avec, par exemple, le département du Puy-de-Dôme, 10 000 artisans, il faut parler avec plus de 22 000 artisans. Les lieux de pouvoir se sont régionalisés. Oui. Il faut que nous aussi, on puisse en face plaider nos dossiers en étant plus forts ensemble. C'est difficile ? C'est passionnant. Quel est l'enjeu principal de cette mutualisation ? C'est de réduire les dépenses essentiellement ? C'est réduire les dépenses en mutualisant donc des services, qu'ils soient techniques, informatiques, comptables, etc. etc. Mais si, en même temps, j'insiste, mieux personnaliser, mieux accompagner chaque artisan quand il a un problème, quand il a un dossier, quand il a une question, eh bien, il faut être encore au plus près de lui. Et comment parvient-on à le faire, justement, ce conseil très individualisé ? Eh bien, il faut d'abord que l'artisan, le chef d'entreprise, se souvienne qu'il y a une chambre de métier, qu'il y a une véritable boîte à outils, et que quand il a une question, quand il a un problème, il peut rentrer à la chambre de métier, être orienté, être accompagné, être conseillé et ressortir avec une réponse à sa question, à son besoin. Elle n'est pas suffisamment utilisée aujourd'hui, la chambre de métier dans le Puy-de-Dôme ? Non, d'ailleurs on le voit lors des élections, beaucoup ont oublié, alors qu'ils sont payants pour être inscrits, pour être immatriculés à la chambre de métier, et après pour beaucoup, ils oublient tous les services que l'on peut rendre. Vous avez comme public les chefs d'entreprise, mais pas seulement, également les repreneurs d'entreprise, les auto-entrepreneurs. Oui, s'agissant des auto-entrepreneurs, c'est une population qu'il nous faut accompagner encore au plus près, parce que c'est un régime, l'auto-entreprise, qui est dérogatoire aux droits communs, donc ils ont des droits non contributifs, mais en même temps, il faut leur faire comprendre que trop de simplification peut peut-être les amener dans un mauvais projet d'entreprise. Donc il faut être au plus près d'eux, mieux les conseiller, s'il le faut mieux les orienter et leur faire comprendre qu'il faut être formé, parce qu'on ne peut pas partir dans la grande aventure de l'entreprise sans un petit permis de savoir ce qu'est une entreprise, ne serait-ce que calculer son prix de revient. Alors justement, dès juillet prochain, il y aura la mise en place du premier entretien conseil. Ça va complètement dans le sens de ce que vous dites ? Oui, absolument. On va créer un dispositif, une organisation qui permettra de manière plus personnalisée, plus intime, d'écouter, de comprendre, d'orienter, d'aider, d'accompagner pour que chacun soit bien pris en compte si il en fait la demande.
Merci Serge Bagel d'avoir répondu à notre invitation. En sport, troisième jour de fête pour les espoirs de l'ASM après leur victoire dimanche à Cahors. C'était leur 4e finale consécutive et le 3e bouclier remporté dans ce championnat France Espoir. Ils ont gagné 22-19 contre Perpignan après prolongation. Philippe Robert les a rencontrés quelques jours après la victoire. Les traits sont quelque peu tirés. Normal, les espoirs de l'ASM n'en finissent plus de fêter leur titre. Historique, puisque pour la 3e fois consécutive, ils sont champions de France. Un exploit inédit. C'est quelque chose d'extra et d'exceptionnel. On avait du mal un peu à réaliser après le match. On savait, avant de jouer la rencontre, qu'on avait vraiment quelque chose d'historique à faire. Toute l'année, on en avait parlé. Dès le début d'année, quand on s'est fixé les objectifs, c'est ce qu'on s'était dit. Et on a vraiment bien bossé toute l'année pour arriver à faire ça, quoi. Une victoire acquise dans la douleur au terme d'une rencontre qui a laissé des traces. Mais les Auvergnats ont versé sang et sueur pour arracher ce bout de bois de 25 kilos aux Catalans. Un objet anodin pour les non-initiés, mais ô combien précieux pour un rugbyman. Un titre, quoi, c'est le résultat d'une année entière de travail. Donc voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Quand on le prend et qu'on le soulève, on se rend compte qu'on est champion de France et qu'il est très lourd, et qu'il est très très lourd, et qu'il va falloir qu'on le porte pendant une semaine, 2 ou 3, voilà. Et bien qu'Adrien Oléon, Raphaël Chaume et Lohan Goujon aient déjà joué en équipe première, cette victoire est celle de jeunes joueurs à l'avenir prometteur, une équipe faite d'individualités fortes et d'un esprit de cohésion à toute épreuve. C'est l'état d'esprit, c'est les valeurs du club. Chacun se bat pour l'autre et voilà, c'est le vrai plaisir du rugby de voir une équipe qui a bien grandi cette année arrive champion de France. Une bande de potes qui a décidé de rester ensemble toute la semaine. Ensuite, place à une semaine de vacances avant la reprise de l'entraînement, en espérant tous se retrouver au soir du 9 juin à Paris pour assister à une autre levée de boucliers de Brennus cette fois-ci. L'annulation de concert pourtant attendu du groupe The Kills, un concert initialement prévu ce dimanche à Clermont-Ferrand dans le cadre du festival Europavox. Le duo est contraint d'annuler toutes ses dates cette semaine pour des raisons de santé. Europavox a décidé d'offrir aux titulaires d'un billet pour ce concert une invitation au choix pour une soirée les 25, 26 ou 27 mai dans le cadre d'Europavox. L'arrivée du cirque Pinder ce matin à Clermont-Ferrand, place Ernest Cristal, un convoi de 4,5 km de long, composé de 33 semi-remorques et d'une quarantaine de véhicules. 147 personnes, dont une trentaine d'artistes, travaillent pour ce cirque. Plusieurs représentations quotidiennes seront données jusqu'au lundi de Pentecôte. Le chapiteau peut accueillir 2500 spectateurs pour ce spectacle intitulé Incroyable festival du rire, du frisson et des animaux. Tout un programme. C'est la fin de ce JT.